Djeredjeuf Souleymane, merci beaucoup. Voilà, je me trouve actuellement devant un exercice particulièrement redoutable parce que devant m'exprimer devant des personnes aussi mythiques que le doyen Mamadou Ndoye, que j'ai connu dans les années 90 à la salle Soweto. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou non. Vous aviez animé une conférence là-bas, une conférence très brillante qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup poussé également à mieux suivre l'actualité politique de notre pays. Je veux également nommer celui qui constitue pour moi une référence et qui l'a toujours été depuis les années 70. Figurez-vous que depuis plus de 50 ans, il est sur le terrain de la lutte politique. Et il s'agit bien du doyen Diallo Diop, ici présent, qui a également fait une grève de la faim. Je ne sais pas si les jeunes qui sont là le savent ou non. Il a connu une grève de la faim assez longue, de 25 jours, n'est-ce pas? Ah, il devait être très costaud en ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, voilà, un exercice redoutable avec les brillants Ngouda Mboup et Senghane. Mais je vais essayer tout simplement en tout cas, de faire de mon mieux. Je devais commencer par présenter mes excuses pour le retard que j'ai connu. Retard dû exclusivement par le changement de lieu. Quand j'ai quitté ma maison à Mbao, je croyais qu'on devait aller au relais, route de Ouakam. Arrivé là-bas, on me dit non, c'est maintenant à Amnesty International. Alors j'étais en train de voir où se trouvait Amnesty International sur le net. On me dit que c'était au Sacré-Cœur. C'est en ce moment-là que j'ai su que finalement, ça a été reporté au siège de Frappe. Pour dire simplement que ceci est symptomatique du bafouement de l'état de droit dans ce pays-là. Parce que l'une des caractéristiques de l'état de droit, c'est l'égalité devant la loi. Et ça, je l'ai dit, sous le contrôle de Ngouda Mboup. Pastef, je crois, et les autres patriotes qui sont en train de lutter, sont les seuls à subir ces persécutions, sont les seuls à ne pas pouvoir s'exprimer librement où ils le veulent. Et ça, c'est tout simplement grave, c'est symptomatique, disais-je, du bafouement de l'état de droit. Les caractéristiques de l'état de droit, je crois, sont peut-être au nombre de 3. Ngouda. Il y a d'abord la hiérarchisation des normes de droit. Ensuite, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et enfin, troisième caractéristique, c'est l'établissement, l'existence donc de 3 pouvoirs indépendants les uns vis-à-vis des autres. Si nous scrutons ces 3 caractéristiques de cet état, nous nous rendons vite compte que nous n'avons jamais vécu au Sénégal dans un état de droit. Jamais. Il est vrai qu'il y a eu des éclaircies. Doyen en a parlé tout à l'heure. Senghor nous a valu, n'est-ce pas, un multipartisme limité à 3 courants d'abord et ensuite 4 courants. Il nous a même valu une démission à la tête de l'État au moment où les alternances, c'était soit un coup d'État, un assassinat, n'est-ce pas, ou un emprisonnement des chefs d'État. Il nous a valu ça quand même. Abdou Diouf, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a valu un multipartisme intégral. Diaka Diango, Koumana Nord, Nordal. Il nous a également valu n'est-ce pas, des organismes qui ont contrôlé les élections en 2018, ensuite en 2000. Je pense notamment à l'ONEL. Et Abdoulaye Wade, enfin, quand il est arrivé, je dis enfin parce que l'autre n'a rien cotisé dans la démocratie. Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, mais il nous a valu un boom médiatique. Si aujourd'hui, vous tous, vous existez, nous le devons exclusivement, nous le devons en grande partie à Abdoulaye Wade. Il est vrai que les citoyens sénégalais se sont battus pour une liberté d'expression dans ce pays-là, mais
il y a beaucoup participé pour qu'il y ait ce boom médiatique, parce qu'il doit beaucoup à la presse également. En 2000, Senghane l'a dit tout à l'heure, si on a réalisé l'alternance en 2000, et la presse y a joué une partition extrêmement importante. Mais celui qui nous dirige aujourd'hui, c'est quoi sa cotisation dans la démocratie? Mais il ne nous a absolument rien apporté. Il a fait reculer ce pays au point où on penserait qu'on est aujourd'hui dirigé par des brocanteurs, des gens qui dépoussièrent des lois qui n'ont jamais été touchées depuis 1961. Je crois que le PAI a été dissous en 61, en 60. Le BMS en 63, n'est-ce pas? Depuis 1963, on n'a même pas touché à la loi là. Il a dépoussiéré cette loi pour dissoudre de façon illégale et illégitime patriotes africains du Sénégal pour le travail et l'éthique et la fraternité. Celui-là, il n'a absolument pas cotisé à la démocratie. Il a également usé de manipulation, de manœuvres, n'est-ce pas, en s'attaquant perpétuellement à des opposants. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les jeunes d'aujourd'hui le surnomment Sokhna Bator. Cette fameuse dame qui a horreur, n'est-ce pas, de co-épouse. Et Macky Sall a horreur d'opposition. Il s'est attaqué à des gens de façon cynique en utilisant des rapports, quelquefois des rapports qui ont même félicité ceux qui sont victimes de ces foudres. Je pense notamment à Khalifa Sall. Aujourd'hui, non content de tout cela, il emprisonne un opposant, pour ne pas dire certainement, je ne le dis pas parce que je suis avec lui dans ce parti-là, qui est certainement l'homme politique le plus populaire de l'histoire du Sénégal. Pourquoi? Pour corruption de la jeunesse. Pourquoi? Pour appel à l'insurrection. Pourquoi? Pour vol de portable. Il est là en train de mourir tranquillement à la réanimation de l'hôpital principal. Donc Macky Sall a été une erreur gravissime que nous avons commise et nous sommes en train de payer cette erreur-là. En 2012, quand nous le mettions à la tête de l'État, personne d'entre nous ne pouvait imaginer qu'il allait faire des miracles économiques. Non, moi personnellement, je savais que Macky n'était pas capable, n'est-ce pas, de changer le sort des Sénégalais économiquement parlant. Mais je ne pouvais pas imaginer non plus qu'il n'allait pas mettre toutes ses énergies pour rétablir l'état de droit dans ce pays, compte tenu de tout ce qu'il a subi quand il était au PDS, vers la fin justement de son compagnonnage avec le PDS. Malheureusement, il est venu, il a fait pire que tout le monde. Chacun de ces trois premiers présidents a donné sa cotisation à cette démocratie, mais il est le seul à nous faire reculer de plus de 60 ans. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, nous en sommes particulièrement responsables, nous autres Sénégalais. Parce que quand même, si nous avions bien réfléchi, nous aurions pu savoir que ce n'était pas l'homme de la situation en 2012. Quelqu'un qui, pendant 8 ans, a cheminé avec Abdoulaye Wade. On ne l'avait jamais vu avoir de divergence avec Abdoulaye Wade. Il a suffi simplement que Wade lui demande de lui restituer ce qu'il lui a donné, c'est-à-dire son poste de président de l'Assemblée nationale, pour que les Sénégalais découvrent enfin son véritable visage. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne se souciait que de ses intérêts personnels. Ne serait-ce que vu sous cet angle-là, nous aurions dû comprendre que ce n'était pas l'homme de la situation. Également, n'oublions pas qu'il avait forcé un bureau de vote. Il avait voté sans pièce d'identité. Nous aurions dû penser que voilà quelqu'un qui, une fois à la tête de l'État, allait conduire ce pays-là dans la dictature. Malheureusement, le folie nous a tellement obnubilés que nous voulions nous débarrasser rapidement de Abdoulaye Wade et Yafi Sessé Taha Fallou. Doyen tantôt disait qu'on était au crépuscule de la démocratie. Non, doyen, on était dans la nuit noire.
On est dans la nuit noire de la démocratie. Nuit noire sans clair de lune. Nuit noire assombrie par des nuages. Regardez ce qui se passe autour de nous. Le musellement de la presse. Oui, Senghane. Nos amis de la presse n'osent même plus donner la véritable information. Quand il y a manifestation et mort d'homme, les gens se ruent sur les réseaux sociaux pour avoir l'information. Est-ce que c'est normal? Et là, je vous interpelle. Vous avez un combat à mener, messieurs de la presse. Vous êtes en train d'être muselés et vous êtes en train de l'accepter. La dernière fois, un journaliste m'a dit, oui, c'est de la responsabilité parce que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, influencer. Je m'a dit, ah non, c'est de la responsabilité ou du parti pris? C'est un parti pris. Parce que si la première chose qu'un journaliste, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais c'est de donner l'information. Les faits sont sacrés. Il faut donner l'information. Et vous êtes en train d'être muselés. Et là, je suis désolé, mais c'est vraiment dommage. Maintenant, pour revenir à l'histoire. Oui, Ngouda a parlé de 1789. Antérieurement à 1789, le Sénégal a connu des moments de démocratie intense. Le seul exemple que je vais vous donner, c'est le cas d'impeachment au Kadior en 1647. Je ne sais pas si les gens doyens le savent ou non. Daou Demba Khourédio Kouli a été destitué de son titre de Damel. Par qui? Par un organe dédié, dirigé par le Djawriñ Mboul Kocc Barma Fall. N'est-ce pas? En 1640, et je crois que c'est, enfin, à ma connaissance, c'est le premier impeachment de l'humanité. Je ne sais pas s'il y a... C'est le premier impeachment qui a existé dans le monde. Merci beaucoup. Donc, le Sénégal a connu des moments de démocratie intense. Ce que les Sénégalais ne savent pas, c'est que dans le Kadior, dans le Sine, dans le Saloum, dans le Djolof, mais les bourgs et les rois étaient élus. Ce n'est pas parce que ton père était roi que tu étais automatiquement roi. Ils étaient élus par cet organe des grands électeurs. Au Kadior, c'était le truc des Djambour, hein? C'est ça, dirigé par le Djawriñ Mboul. Wow. Merci beaucoup. Donc, on a connu ce genre de démocratie au Sénégal. Ensuite, il y a eu ces événements que Doyen a énumérés tantôt pendant la colonisation et également la cotisation des différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'État. Pour en revenir aux caractéristiques, la hiérarchisation des normes, combien de fois le Sénégal a violé cette hiérarchisation des normes? Au moment où la Cour de la CEDEAO imposait au Sénégal de prendre des mesures à l'endroit de certains opposants, le Sénégal a toujours dit niet. Et je crois bien que les conventions sont supérieures à la Constitution, n'est-ce pas? Ou bien, je me trompe? Voilà. De toutes les façons, je sais que... Elles sont supérieures aux lois internes. Aux lois internes. Ok, d'accord. En tout cas, il y a une sorte de violation de cette hiérarchisation des normes. Pour la deuxième caractéristique, qui est l'égalité devant la loi, il suffit simplement d'appartenir à l'opposition pour que toute déclaration, aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous ne sommes pas sûrs de rentrer chez nous, hein? Pas du tout. Nous tous qui avons pris la parole ici, nous ne sommes pas sûrs de rentrer. Même vous qui venez aujourd'hui regarder, on peut bien vous reprocher de participer à une manifestation d'une organisation interdite. Alors qu'en face, mais les gens passent leur temps à lancer des appels au meurtre. Ils passent leur temps, n'est-ce pas, à appeler à l'insurrection. Il y a des gens qui ont dit que si Macky Sall n'est pas candidat, le pays va, comment on appelle ça encore? Le pays va entrer dans une zone de turbulence indescriptible. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucune égalité devant la loi. Et enfin, la troisième caractéristique, la mise en place de la séparation des pouvoirs. Je n'ai pas besoin d'épiloguer dessus parce que nous tous, nous savons qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. L'exécutif
est tentaculaire au Sénégal. L'exécutif est tellement tentaculaire qu'il est devenu même dangereux d'être opposant dans ce pays-là. Vous allez me dire que c'est un peu partout en Afrique, mais il est dangereux d'être opposant au Sénégal. Vous êtes opposant, on vous dit que la voie la plus courte pour aller au palais, c'est d'aller en prison. Mais pourquoi? Vous allez dans les grandes démocraties occidentales, mais les gens, mais de façon tout à fait normale, ils s'opposent, ils gagnent des élections, ils gouvernent. C'est peut-être après qu'ils sont inquiétés pour leur gouvernance. Mais au moins quand ils sont dans l'opposition, ils sont très bien considérés. Et je considère que la justice est l'instrument par excellence de la réalisation de l'état de droit. Cette justice aujourd'hui est, comme toujours, est instrumentalisée de façon indescriptible. Donc je voudrais terminer pour dire que nous avons une tâche vraiment très ardue. Nous qui devons remplacer ce pouvoir au soir du 25 février 2024. Au soir du 25 février 2024, le président Ousmane Sonko, qui reste aujourd'hui éligible, comme l'a dit Ngouda, a le devoir, il a bien le devoir de refonder cette République. Il a le devoir de faire en sorte qu'être opposant au Sénégal ne soit pas un péril. Il a le devoir, avant même de régler les problèmes quotidiens des Sénégalais, de faire en sorte que